Bonjour et bienvenue sur le forum Energaia qui se déroule au parc des expositions de Montpellier ces 7 et 8 décembre. C'est un événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables qui est organisé par la SPL Occitanie Events et porté par la région Occitanie. Nous sommes sur le plateau d'Energaia, l'œil de l'expert. C'est un nouveau format pour apporter une expertise économique pointue en cette 16e édition. Précarité énergétique dans le bâtiment, comment s'organise l'offre de rénovation globale? Pour parler de ce thème, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laura Gazet. Vous êtes référente précarité énergétique de GEFOSAT, une association spécialisée dans la formation, le conseil, l'accompagnement dans la transition énergétique pour les particuliers, les collectivités et les entreprises, avec notamment une forte expérience dans la lutte contre la précarité énergétique. Et j'ai également à mes côtés Vincent Pérez. Bonjour. Vous êtes président de la CAPEB Occitanie, la CAPEB qui est bien sûr la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Je vais d'abord me tourner vers Laura Gazet pour cette première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la précarité énergétique? Oui, bien sûr. La précarité énergétique, c'est en fait la combinaison de 3 facteurs que sont des ressources financières modestes, un coût de l'énergie élevé et une qualité thermique des bâtiments relativement faible, c'est-à-dire une mauvaise isolation des bâtiments. C'est la combinaison de ces 3 facteurs qui amène les ménages à se retrouver en situation de précarité énergétique, à avoir des difficultés à se chauffer convenablement dans leur logement. Alors on estime en France qu'il y a environ 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Et ça, c'est un chiffre qui date d'avant la crise énergétique actuelle dans laquelle on est. Donc on peut imaginer aujourd'hui qu'il y a encore plus de personnes qui sont concernées par ces situations, d'où le fait que la lutte contre la précarité énergétique est aujourd'hui un enjeu majeur. Et Monsieur Pérez, donc président de la CAPEB Occitanie, est-ce que vous pouvez du coup, en lien avec cette réponse, nous parler de la rénovation globale? La rénovation globale chez les précaires énergétiques, qui sont souvent, comme je le dis, des précaires économiques et des précaires géographiques. Vraiment, ils cumulent beaucoup de choses. Et je crois que pour être précaire énergétique, il faut avoir 8%, c'est 8% du budget annuel dédié à l'énergie, c'est ça? Une partie de la définition, oui. Voilà. Et donc, au vu de l'augmentation actuelle de l'énergie, il va y avoir, comme vous disiez, de plus en plus de précaires énergétiques. Donc nous, ce que l'on propose, c'est de faire de la rénovation globale chez les précaires énergétiques de façon différente. Souvent, il faut l'aborder d'une façon plus psychologique, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut demander au propriétaire quel est le geste qui, pour lui, serait prioritaire d'abord pour faire de la rénovation énergétique. Et ne pas faire de la rénovation globale en une seule fois, mais l'étaler, faire une frise chronologique, puisque l'ANA propose d'avoir des prêts débloqués ou des aides jusqu'à 5 ans. Donc il faut prendre le temps chez certaines personnes. Pour ça, d'abord, il faut faire le geste qui convient au propriétaire et ensuite de revenir vers lui, essayer de voir sa satisfaction et de voir de quelle façon on peut continuer à faire de la rénovation globale. Oui, c'est sur, vous m'avez dit, une frise de 2 à 3 ans, c'est sur le long terme, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. De... En fait, 3 ans, c'est pas forcément du long terme, c'est moyen terme. Pour des personnes qui sont fragiles, c'est quelque chose qui se conçoit, quoi. Okay. Mais faire tout en un mois, on ne peut pas dire à ces gens-là d'aller se loger à l'hôtel. C'est pas possible. Oui, parce que oui, en effet, la rénovation globale demande vraiment de reloger les personnes et c'est parfois, si l'on veut tout faire trop rapidement, en fait, il faut tout faire d'un coup et du coup, on ne peut pas habiter dans un lieu où il y a des travaux. Et c'est ce que la CAPEB donc, du coup, met en place, ce sont des solutions vraiment que vous mettez en place? La rénovation globale, pour l'instant, le gouvernement ne la veut pas comme ça, elle la veut en un seul geste, en une seule fois. Et nous, on propose de la faire chez certaines personnes, d'une façon un peu plus longue et dans le temps. Ok. C'est quelque chose qui fonctionne, qui est aussi les gens. Bien sûr que ça fonctionne, puisque il vaut mieux le faire petit à petit que pas le faire du tout, quoi. Et concrètement, Laura Gazet, quelle est l'importance de la rénovation globale pour lutter justement contre la précarité énergétique? Si on reprend les 3 facteurs initiaux qui amènent à des situations de précarité énergétique, finalement, le seul sur lequel on peut véritablement agir, c'est la qualité du bâti. Donc la seule option finalement pour protéger les ménages en situation de précarité énergétique, pour faire face à la hausse du coût de l'énergie, c'est la rénovation performante globale des bâtiments et notamment ça passe par l'isolation des logements. Alors ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait pouvoir faire cette rénovation énergétique en une seule fois, ça serait la situation idéale.
Mais les dispositifs qui existent aujourd'hui font que ça rend les choses un peu compliquées. On a énormément de dispositifs, d'aides financières possibles, donc il y a un empilement de tout ça qui fait que les ménages peuvent avoir tendance à s'y perdre. Il y a une complexité aussi dans le montage financier des opérations de rénovation énergétique globale. Et puis enfin, la troisième difficulté, c'est le reste à charge. Il y a quand même toujours aujourd'hui, dans les projets de rénovation énergétique, notamment globale, un reste à charge trop élevé pour les ménages qui ont des ressources modestes. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que chez Fossat propose, ou en tout cas quels sont les aides, les dispositifs que vous portez pour répondre à ces problématiques? Alors nous, on anime un fonds d'aide aux travaux qu'on anime depuis 20 ans, qui permet un accompagnement renforcé des ménages en situation de précarité énergétique. C'est un dispositif qui est financé par le département de l'Hérault, où on propose un diagnostic et un accompagnement au montage financier avec la possibilité d'accompagner véritablement dans la réalisation de devis, le montage financier des opérations. On mène ce dispositif en partenariat avec les travailleurs sociaux du département notamment. Alors après, il existe d'autres dispositifs, comme par exemple les SLIM, services locaux d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, qui sont déployés sur certains territoires en France, qui sont un dispositif de repérage et d'orientation des personnes en situation de précarité énergétique, avec un premier diagnostic, des conseils, et puis ensuite l'orientation vers les bons dispositifs, vers les bons interlocuteurs. Donc l'avantage de ces dispositifs-là, c'est qu'on inclut aussi les locataires. C'est vrai que dans les dispositifs qui existent actuellement, la question des locataires n'est pas forcément bien pris en compte. Ce public-là, on ne le prend pas forcément toujours en compte. Et pour autant, les personnes en situation de précarité énergétique incluent aussi les locataires. Donc c'est quand même très important aussi de s'intéresser à ce public-là. Vous avez aussi également le fonds d'aide aux travaux de maîtrise de l'eau et de l'énergie. Voilà, c'est le fonds d'aide aux travaux dont je parlais. Ça s'appelle fonds d'aide aux travaux de maîtrise de l'eau et de l'énergie. On sache un peu comment il s'appelle. Tout à fait. Très bien. Il y a aussi l'ANA, des aides de l'ANA. Tout à fait. Alors il y a aussi des programmes locaux, programmes d'amélioration de l'habitat, qui permettent un accompagnement pour bénéficier des aides de l'ANA justement, de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Voilà, l'ANA. Ok, très bien. Oui. Alors après, en termes de porte d'entrée sur la région, il existe un dispositif qui s'appelle Rénov' Occitanie, qui inclut en fait le service public de la rénovation énergétique. Donc nous, on est guichet unique. Enfin, on est guichet unique. Il y en a plusieurs sur le département de l'Hérault, mais on est un des guichets uniques du département de l'Hérault. Et la porte d'entrée, quand on se pose des questions, qu'on cherche à avoir des conseils à la fois techniques et financiers sur les travaux de rénovation énergétique, c'est les guichets France Rénov'. Il y a aussi d'ailleurs MaPrive Rénov'. Monsieur Pérez, vous avez peut-être quelques mots à nous dire sur qu'est-ce que c'est exactement, parce que du coup j'imagine que vous faites aussi face à des personnes qui utilisent ce dispositif. Vous avez quelques chiffres clés aussi, je crois, à nous donner sur... MaPrive Rénov', c'est l'organisme qui enlève c'est l'aide qui remplace le crédit d'impôt qui existait précédemment, qui était un peu complexe et où il était difficile d'accéder. MaPrive Rénov', il y a plusieurs couleurs, c'est selon vos revenus annuels. Mais il y a MaPrime Rénov' Sérénité qui permet de financer les travaux de rénovation globale, en prenant l'habitat dans sa globalité. Et notamment chez les précaires. Mais il reste toujours, bien évidemment, ce reste à charge qui est problématique, mais qui peut être financé par des écoprêts. Et parfois, il faut aller chez son banquier, lui dire que si vous avez droit à MaPrime Rénov', vous avez droit à l'écoprêt. Mais comme je dis toujours, 1 000 € de reste à charge, ça peut être très important pour une famille. Oui, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. C'est une somme qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable et ce n'est pas... Et si vous voulez, et l'artisan, lui, ne peut pas faire le rôle de banquier. Il ne peut pas attendre parce qu'il met bien évidemment en péril également son entreprise. Évidemment. Et d'ailleurs, pour rester justement sur le rôle clé des artisans, comment ils peuvent travailler ensemble dans le cadre de la rénovation globale? Souvent, les artisans travaillent ensemble par affinité. Oui. C'est-à-dire l'électricien, le plombier, le maçon, la personne qui fait le placo ou l'isolation, on se regroupe et on travaille ensemble. Mais il est vrai qu'il y a des endroits, je parle de l'entreprise des 5 ateliers, ces 5 corps différents d'artisans qui se sont regroupés, qui sont dans le Tarn et qui, eux, proposent de faire l'ensemble des travaux. Chaque entreprise garde bien évidemment son individualité, mais ils se proposent ensemble de faire ça, ils planifient, et ça permet justement à l'interlocuteur, à la personne qui vit, de n'avoir qu'un seul interlocuteur.
C'est des dispositifs, des personnes qui se mettent au service finalement des gens en se regroupant. Oui, en plus, vous me parliez pendant notre échange que finalement la rénovation globale, c'est aussi plusieurs corps de métier qui s'imbriquent, que vous essayez quand même d'être très complémentaires, d'être au même endroit pour vraiment avoir une complémentarité des expertises. Donc ça, c'est un travail quotidien, j'imagine, que vous avez à la CAPEB Occitanie. C'est-à-dire que nos artisans sont formés, et souvent par des systèmes, par des RGE, oui. Et on les accompagne vers ces systèmes-là. Chaque artisan a une qualification en fonction du métier qu'il exerce. Et si vous voulez avoir droit à MaPrimeRénov', il faut que l'artisan soit RGE. Oui. Alors, on est 60 000 en France à être RGE. C'est un label que chacun a et chaque année, il faut que l'on paye, c'est l'inconvénient. L'artisan doit payer pour pouvoir travailler, pour que son client ait droit à ses aides. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable, quoi. Oui, c'est sûr. Il y a très peu de métiers qui, pour travailler, sont obligés de payer. Il y a un enjeu fort aussi, c'est sur le recrutement, finalement, et le défi de la formation des professionnels. Est-ce que le bâtiment pourra faire face et pourra répondre présent à ces défis qui vont arriver? Pour faire face, on a des centres de formation au métier, ou le BTP-CFA, qui montent en compétences des jeunes et des moins jeunes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se reconvertissent vers les métiers de l'artisanat, du bâtiment. Nos centres, nos CFM et nos BTP-CFA sont pleins. On essaye de les agrandir pour faire face à la charge de travail que l'on va avoir. Il y a donc 500 000 bâtiments à rénover en France. Il faudra qu'on soit au rendez-vous. C'est notre défi de demain, si vous voulez. L'artisan du bâtiment, il a toujours su mettre en place des outils et des stratagèmes pour arriver à la finalité. Le but, c'est que vraiment le client soit satisfait et que l'on ait rénové sa maison dans sa globalité et qu'elle soit de plus en plus économe en énergie. Il y a des manques dans certaines compétences, justement, peut-être des signaux faibles. Bâtiment, c'est énorme. Il y a beaucoup de manques en compétences. On manque de plombiers chauffagistes, on manque d'électriciens, on manque de maçons, on manque de tout. C'est vraiment, on fait partie des métiers que l'on dit en tension. Oui, complètement. Je me tourne vers Laura Gazet pour cette question, mais elle vous concerne aussi, Monsieur Pérez. Pourquoi êtes-vous sur ce salon, sur ce forum Energaia 2022? Qu'en attendez-vous? Peut-être Laura, vous avez quelques mots à dire au nom de GEFOSAT? Nous, l'idée, c'est surtout de développer peut-être des nouveaux partenariats, d'échanger avec les acteurs qui sont présents sur le salon, et puis de recueillir de l'information par le biais des conférences, d'assister aux conférences sur les différents sujets. En parlant de conférences, donc Monsieur Pérez, vous êtes intervenu sur la rénovation globale. Voilà, sur ce sujet justement. Voilà. Et j'ai expliqué que chez les précaires énergétiques, on ne rénove pas de la même façon que chez les clients qui payent des impôts, pour être clair, quoi. Voilà. Les gens qui payent des impôts sur le revenu, chez eux on fait des travaux, c'est beaucoup plus facile parce que le reste à charge, ils peuvent le mettre en place si vous voulez, alors que chez les autres c'est beaucoup plus compliqué. Et pour cela il faut que les pouvoirs publics se mettent aussi à la page, et souvent sur ce reste à charge il faut trouver une solution. Parce que si on veut consommer de moins en moins d'énergie, il faudra également consommer de moins en moins d'énergie dans les bâtiments, dans les passoires énergétiques. Très bien, mais écoutez, merci à vous deux pour votre participation à ce plateau télé L'œil de l'expert sur le forum Energaia. Je vous souhaite un très bon forum Energaia 2022.